Bonjour à tous. Bienvenue à Isabelle Bruno-Hodson. Bonjour. Qui nous rejoint sur notre chaîne Francophonie Amérique. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Tu fais partie de la troupe Théâtre Transfigure à divers titres. Dis-moi, dans cette entrevue, on va quand même se limiter un petit peu parce que tu es dans beaucoup de champs d'activité. Tu fais beaucoup de choses. Alors, on va aujourd'hui se concentrer sur la danse. On va parler un peu de théâtre et un peu de poésie. Voilà, ça c'est le survol qu'on va faire. Et je pense qu'on va avoir quand même des bonnes choses à échanger. D'abord, quel est le chapeau que tu portes le plus? Est-ce que c'est celui de la danseuse, de l'interprète au théâtre ou de la chanteuse occasionnelle? Je pense que mon principal médium d'expression, c'est la danse, mais j'aurais de la difficulté à ne me définir que par la danse. J'ai toujours eu envie d'explorer d'autres outils, d'autres médiums. J'ai toujours été très polyvalente. Pour moi, c'était un besoin et un désir aussi d'être comme ça. C'est quand même une vie dans le monde artistique. Là. Il y avait des risques à prendre quand tu t'es lancé là-dedans. Là. Mais ça t'a pas fait peur, hein, je pense. J'étais très naïve. Depuis 1 an et demi, tu fais partie de la troupe et à Transfigure, à divers titres. Et on aura l'occasion d'en parler. Mais là, disons, d'abord, parlons de la danse, parce que tu es présente au moins 7 capsules vidéo de danse, nous montrent tes possibilités. Quel est le lien entre, et je crois que c'est essentiel dans ton cas, entre la musique et la danse, les choix que tu fais quand tu danses? OK. Je pense que quand je choisis une musique, le critère fondamental, je dirais le premier critère vraiment, c'est est-ce que cette musique m'interpelle? Est-ce qu'elle vient chercher quelque chose à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle éveille un certain désir ou une certaine passion en moi? Ça serait le moteur de la danse. Oui, je pense que c'est vraiment un moteur important dans le choix d'une musique. Et je constate, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je le mentionne, tu as dansé sur une musique grecque, une chanteuse grecque, et ça pose aucun problème pour toi d'autres langues, d'autres univers? Non, parce que en fait, si je comprends pas la langue ou si je comprends pas le texte, je vais m'accrocher à la mélodie, à l'ambiance ou à l'atmosphère que la chanson va dégager. Ouais. Tu as dansé, et les gens le verront sur les capsules, tu as dansé des textes, pas des textes, pardon, sur des symphonies, sur des pièces musicales dites classiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il y a eu, si ma mémoire est bonne, bon, la prélude à l'après-midi d'un fauna, il y a eu le sacre, fait, la finale du Sacre du printemps. C'est un gros travail, hein? Quand même, hein? C'était un peu un genre de fantasme aussi de faire ça. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? Parle-nous-en. Parce que c'est dans l'histoire de la danse moderne et contemporaine, le Sacre du printemps, c'est vraiment d'une importance capitale au niveau de l'histoire de la danse contemporaine. C'est vraiment, c'est le morceau de bravoure auquel tout chorégraphe, ou en tout cas où les chorégraphes qui se sont prêtés à l'exercice, c'était vraiment comme un espèce de rite de passage obligé de reconnaissance à titre de chorégraphe. Beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup l'époque aussi. Lors de la création, je crois que c'était en 1912, ça a été vraiment comme un branle-bas de combat aux Champs-Élysées. Il y a des gens qui ont adoré et d'autres qui n'ont pas aimé. Il y a eu une espèce de... Il y a vraiment eu un avant et un après le Sacre du printemps. Okay. Ouais. Tu as dansé beaucoup, et tu aimes beaucoup danser sur le jazz. Et tu as dansé dernièrement sur un texte que j'ai écrit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, sur Jazz de nuit. C'était, en fait, je me laissais inspirer un petit peu par le texte, par les mots. Certains mots, certaines phrases m'inspiraient tel type de geste ou telle rythmique. Donc, c'est vraiment une improvisation guidée à travers les mots, le texte. Tu as dansé aussi sur une musique de Chet Baker? En fait, c'était pas Chet Baker, c'était Monsieur Bill Evans. Bill Evans. Je confonds souvent les deux, parce que tu aimes les deux, je crois. Oui, j'aime beaucoup Chet Baker aussi.
Bill Evans, ça s'appelle Peace, Peace, je pense. Peace, Peace, Oui, oui. drôle de Morceau de paix. Morceau de paix, voilà. C'est comme ça pour que les gens puissent bien voir dans leur tête l'orthographe, comment ça s'écrit, en fait. Oui. Et puis, tu nous as fait une capsule là-dessus. Oui. Et je pense, et c'était dans pleine nature. Tu n'as pas été troublé par les bruits ambiants et tout ça. On entendait les oiseaux, les cigales. Non, j'utilise en fait les sons ambiants. Je trouve que ça fait partie de l'expérience, surtout en extérieur, parce que il y a toujours quelque chose qu'on ne va pas contrôler parce que c'est à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, on essaie d'utiliser ce qui arrive, de l'intégrer à l'expérience. Tu as aussi participé à des prestations, une en particulier un peu spéciale qui s'est produite il y a un peu plus d'1 an, à Val-d'Envie, où tu as dansé et chanté, surtout chanté mais dansé en même temps, un texte que j'avais aussi écrit, qui est derrière nous. Et nous nous sommes inspirés dans ce texte, moi je me suis inspiré dans ce texte, d'une danse de Blanca Lee. Blanca Lee qui est une danseuse bien connue. Et tu as été appelé donc à chanter un texte que tu connaissais à peine, il faut le dire aux gens. Ça s'est fait dans quelques heures. Il fallait s'adapter dans une scène qui n'était pas propice à ça. Peux-tu nous parler de cette expérience un peu spéciale? Oui, c'était quand même dans un cadre tout à fait informel, mais très convivial. Et je pense qu'au départ, l'assistance a été surprise par le type de proposition qu'on a amené. Mais finalement, il y a eu une très bonne réception. On voulait rester fidèle au texte. Donc, tu as dû demander une permission. On a demandé une permission, puis ça a été accordé, puis les gens ont trouvé ça. Alors, les gens le découvraient, dans le fond. Ils allaient voir la danseuse sans voile. D'abord, elle a été chantée par notre ami Raymond Trempe. Et c'est cette musique qu'on a conservée et que tu as reprise, il faut le dire, à cappella. Il faut le faire. Donc, bravo. Dans un domaine un petit peu autre, mais toujours lié à la danse, tu as fait des études, tu es allé jusqu'à faire des études dans la danse. Tu es allé loin là-dedans. Alors là, j'aimerais bien entendre ça. Oui, en fait, à l'adolescence, en fait, c'est bon, pendant l'enfance, j'ai fait un peu de ballet jazz, j'ai fait un peu de danse comme ça, parce que j'aimais ça, ça me plaisait à l'adolescence, mais en fait, c'est la sœur d'un ami de mon frère. Que j'avais entendu qu'elle allait faire des études au cégep en danse. Je ne savais même pas que ça existait. Alors moi, avec toute ma grande naïveté, je me suis dit, je vais aller m'essayer. Okay. Je me suis rendue jusqu'à la maîtrise. Wow. Donc, et tu as rédigé un mémoire de maîtrise. Oui. Peux-tu nous parler du sujet que tu as traité? En gros, le sujet du mémoire création portait sur l'expérience du sacré pouvant être vécu dans le cadre d'un processus de création chorégraphique. Donc, c'est un mémoire un peu différemment. C'est différent un peu des mémoires qu'on écrit, mettons, en littérature, où là, on est basé sur des textes. Là, il y avait de la création de danse à l'intérieur de tout ce processus d'écriture. Oui, c'est-à-dire que c'est en 2 parties. Il y a le mémoire proprement dit, qui est la portion travail écrit, mais il y a aussi une portion pratique, donc une portion de création d'une œuvre à présenter de façon publique. Ouais. On parle du sacré, et c'est ton idée, c'est une belle idée que tu as très bien développée. Est-ce que tu nous lirais un texte en lien avec le mémoire? Oui. Un extrait de ton mémoire pour que les gens comprennent un peu mieux le travail de recherche que tu as réalisé. Oui, tout à fait. OK. Je vais m'installer pour ça. La notion de sacré en Occident est encore présente, mais elle a évolué et accaparé des sphères nouvelles par rapport à son champ traditionnel. Le sacré, pour chaque individu vivant en Occident, peut avoir un visage totalement personnalisé et librement constitué. Ces différentes expériences du sacré se détachent des formes traditionnelles et installent de nouvelles références. Nous avons encore des mythes, mais ces derniers ne concernent plus ni n'englobent plus toute une société, mais seulement des gens isolés
ou des petits groupes à la fois. Nous pouvons vivre encore des rites de passage, car ces derniers nous sont toujours utiles, mais ils peuvent se dérouler avec des moyens adaptés à notre réalité occidentale. Les vogues des tatouages, des raves, etc., par exemple. D'ailleurs, la danse a souvent servi, et encore de nos jours, à vivre et exprimer une expérience particulière, allant jusqu'au désir de s'unir avec le cosmos. Oh! C'est toute une envergure. Très intéressant. Donc, on invite les gens dans quelques temps à découvrir la publication de ce mémoire qui va être transformé, révisé et rendu, on va dire, comment on peut plus accessible? On pourrait dire, oui, c'est dans une formule plus accessible. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît, bien sûr, tous les... Mais il va y avoir des images, il va y avoir des photos, et je pense que les gens vont découvrir un peu plus le parcours que tu as suivi et les idées qui sont derrière tout ce travail. Parce que les gens voient un spectacle, ils ne réalisent pas qu'il y a quand même des fois des semaines de répétition pour arriver à rendre exactement ce qu'on veut faire. Alors toi, tu es quelqu'un, je pense, qui a dû faire beaucoup de répétitions dans ta vie. Alors voilà. Ton approche de la danse en fonction du sacré n'est pas une évidence. Là, on recoupe un peu ce qu'on vient de discuter. Il y a un questionnement que tu as vu derrière tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se fait que tu t'es intéressé finalement à un sujet qui n'est pas souvent associé à la danse? Hein? C'est vrai, tout à fait. Moi, à l'époque où j'ai entrepris là, le mémoire, j'étais probablement une des premières personnes là, à l'université à traiter de ce sujet-là. Et en fait, mon questionnement, ça venait que j'avais déjà une bonne expérience scénique au niveau de la danse. J'avais souvent présenté des œuvres de danse en public. Et pour moi, à chaque fois, c'était toujours vécu comme un moment spécial, un moment hors de la vie ordinaire, tu sais, qui se détachait de la vie de tous les jours. Donc, ma question de base, c'était, mais est-ce que le fait de présenter un spectacle, est-ce que ça peut être vécu comme une expérience du sacré? Donc, c'était ma question de départ. C'était une piste très originale, il faut quand même le dire. On va s'éloigner un petit peu du théâtre, pardon, justement, on va parler de théâtre, parce qu'on l'a pas. Tu as fait des prestations de théâtre sur capsule, que les gens peuvent découvrir, une pièce qui s'appelle L'Hirondelle, dont je suis l'auteur, et pour le moment, il y a 2 capsules qui mettent en scène le personnage. Et peux-tu nous expliquer en quoi consistent justement ces capsules qu'on peut trouver sur Francophonie Amérique? Oui, en fait, il s'agit d'une pièce dans laquelle une jeune femme, Virginie, entreprend un pèlerinage au Japon, un shikoku, c'est bien ça, bien ça. Donc, qui est un petit peu l'équivalent d'un Compostelle, mais c'est le Compostelle des Japonais. Voilà. Et puis, donc, elle va, à travers cette expérience-là, à travers ce parcours initiatique-là, elle va devenir Hiroko. Et par contre, avant de partir, elle s'adresse à son amie Luce par le biais de la boîte vocale téléphonique. Et, mais elle ne va pas pouvoir lui parler directement. Hein? Non, elle ne veut pas, en fait, parce qu'elle a peur de craquer sous l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en fait, elle écrit ce qu'elle veut lui dire. Sa lettre, en fait, c'est une lettre. Oui, c'est comme une lettre qu'elle lui dicte pour être sûre de rien oublier, puis de vraiment lui exprimer ce qu'elle a au fond d'elle-même. Son personnage, donc, arrive au Japon, et ça, c'est des capsules que les gens vont voir bientôt. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Bien, en fait, elle se retrouve, dans le fond, seule, face à elle-même. Dans un cabanon, tout ça, oui. Elle est vraiment en retraite. Et puis, tout à coup, elle va se mettre à entendre une voix. Mais cette voix, en fait, on va comprendre que c'est sa voix intérieure qu'elle n'a jamais écoutée et que là, tout à coup, elle entend parce qu'elle est seule avec elle-même. Et elle devra répondre. Donc, voilà, en gros, on ne dit pas le reste parce que c'est à découvrir. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des grands créateurs et créatrices, on va revenir à la danse, qui ont motivé beaucoup de ce que tu as fait, qui t'ont touché et qui t'ont aidé
et qui t'ont influencé. OK. Commençons par le Québec, surtout on parle du Québec. Oui, OK, au Québec. En fait, je pourrais dire, ben, disons, parmi les professeurs que j'ai eus, moi j'ai Daniel Léveillé qui m'a beaucoup marqué, ouais, qui m'a vraiment marqué. Sinon, parmi les spectacles de danse que je découvrais, j'ai beaucoup... j'aime beaucoup Jocelyne Monpetit. Oui, parce que pour toutes les ambiances, tous les tableaux qu'elle réussit à transposer sur scène, c'est vraiment, en tout cas, je trouvais ça vraiment fabuleux. Lucie Grégoire aussi, j'aime beaucoup le rendu de ses œuvres aussi. C'est vraiment... En gros, c'est grand. Et au-delà des personnages, des personnalités en danse au Québec, est-ce qu'il y a des personnes dans l'histoire de la danse qui t'ont touché, qui t'ont rejoint? Je pourrais nommer Isadora Duncan. Isadora Duncan m'a beaucoup fascinée parce que... C'est tout un personnage. Oui, puis elle a vraiment amené, elle a osé amener quelque chose qui était de totalement différent, qui était à peu près du jamais vu dans la danse occidentale. Elle a vraiment brisé des tabous, elle a vraiment fait tomber des barrières beaucoup. Il y avait quand même quelque chose de très féministe dans son approche, de pouvoir danser avec un corps libre. Ouais. On n'a pas parlé de ce détail, mais on a parlé tout à l'heure de la possibilité. En danse contemporaine, il y a de la nudité. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout ça. Puis on n'a pas parlé de ça vraiment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Parce que c'est mystérieux pour les gens qui ne comprennent pas que la nudité fait partie maintenant de la création en danse. Oui, ça peut être, en fait, la nudité, elle est là des fois pour différents contextes ou différentes raisons, mais des fois c'est pour révéler la vulnérabilité de l'interprète, ou des fois pour des raisons peut-être, dépendamment là, du langage chorégraphique ou des raisons du ou de la chorégraphe. Des fois c'est pour des raisons peut-être anatomiques ou de vraiment des angles de vue du corps. Mais des fois, il y a quelque chose de très esthétique. Je veux dire, un corps nu avec une lumière, une conception d'éclairage très étudiée. C'est très beau, c'est fabuleux. C'est vraiment artistique, là. On n'est pas dans la vulgarité. Ça va sublimer le corps. Voilà. Ça va sublimer le corps. Oui. Autant un homme qu'une femme, ça peut être très, très beau. Oui. Voilà. Mais ça, il y a des gens qui ne le savent pas, qui vont peut-être l'apprendre, de ne pas craindre d'aller voir des spectacles où parfois il y a de la nudité, mais absolument pas de vulgarité. Non, pas du tout. Non, mais c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens qui peuvent mêler ces choses. Tu as participé, mais tout à l'heure, on a oublié de le mentionner, tu as été choriste on a fait une chanson concernant la jeune fille à la perle. Alors, comment tu as trouvé cette expérience? C'était très amusant. C'était quelque chose, disons, de tout à fait, je dirais, sympathique. Voilà, c'est une découverte aussi. C'était une exploration très ludique, très intéressante aussi. On est remonté dans le temps un petit peu. Alors, écoute, je vais te laisser là-dessus. On va terminer cette émission ou cette rencontre avec un texte que tu vas nous lire et qui conclut un petit peu sur ta vision de la danse et à charge de se retrouver lors de la publication de ton livre. Là-dessus, je te dis bonne suite et à bientôt. Merci bien. Merci. Nous avons pu constater que malgré les apparences, nous vivons encore avec du sacré dans nos sociétés occidentales. Seulement, le sacré s'est transformé, il a évolué vers d'autres formes, s'inspirant de pratiques provenant d'autres cultures ou réinventant des rituels déjà existants. Le sacré peut également investir certains types de manifestations ou d'activités, les coiffant de sa dimension. À la limite, chaque personne pourrait fabriquer son sacré, à son image, et refléter ses valeurs, mais sans négliger quand même un fondement spirituel solide.
il est possible pour certaines personnes d'exprimer à travers la danse un contact avec le sacré à l'aide de leur intention, leur qualité de présence ou l'utilisation particulière de l'espace, d'un accessoire, d'un geste, etc.